L'action humanitaire, l'adoption de la loi portant administration du travail d'intérêt général au Burkina est au menu de cette émission. La limitation des cortèges de mariage à 10 véhicules dans la ville de Ouagadougou nous intéresse également. Et enfin, au niveau international, nous parlerons donc du retour. Pour échanger autour de l'ensemble de ces sujets, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Ahmed Koné, journaliste et consultant en santé média, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Adama Kaboré de Attitude Média. Bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour aux web spectateurs de la RTV et bonjour à tous les techniciens de cette chaîne nationale. Aruna Kaboré, consultant en production audiovisuelle, est avec nous. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Et nous espérons donc avoir d'un moment à l'autre Blaise Quintega autour de cette table. Alors, c'est une affaire qui fait grand bruit au Burkina depuis quelques semaines après les révélations du président du Faso, la conférence de presse du procureur du Faso. L'affaire détournement de fonds publics au ministère de l'Action humanitaire est devant les tribunaux. Le procès a débuté il y a quelques jours. 4 personnes sont prévenues et donc poursuivi pour, entre autres, des faits de détournement de deniers publics, faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Le préjudice financier causé par ces malversations s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. C'est une actualité que vous avez suivie, chers chroniqueurs. Alors, Ahmed Koné, quel commentaire vous inspire donc cette affaire de détournement de fonds au ministère en charge de l'action humanitaire? D'abord, ça me désole parce que, comme on le dit souvent, les FDS, les VDP luttent courageusement au front pour libérer ce pays totalement de la dépendance étrangère. Et il y a des DPI, il y a beaucoup de problèmes dans le pays, on cherche à en sortir. Et il est vraiment déplorable que nous assistions à des événements comme celui-là. Et on le voit parce que, je pense tout simplement parce que l'impunité a la peau dure au Faso. Elle a la peau dure parce que la punition ne vient jamais très tôt, très vite. Heureusement que les magistrats semblent l'avoir compris maintenant. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que le montant est faramineux quand même. 3 milliards. Et on voit que c'est un réseau bien organisé qui opère depuis certainement très longtemps, qui a des ramifications qu'il va falloir effectivement réussir à découvrir totalement. Et ce qui est encore malheureux, c'est que ce sont des pères de famille. Parce que lorsque vous éduquez vos enfants à la maison, vous ne devez pas leur apprendre à voler. On punit en Afrique, on punit dans toutes les familles lorsque les enfants volent. À plus forte raison, quand c'est des pères de famille, est-ce qu'ils ont pensé à un moment donné à leur épouse, à leur fils ou à leur fille qui est à l'école et qui va se faire certainement rabrouer par les camarades? Est-ce qu'ils ont pensé à leur village? Ce sont des questions que moi, en tout cas, je me pose quand j'entends ce genre de choses. Au moment où le Burkina cherche à s'en sortir, que des gens aillent jusqu'à détourner 3 milliards. Le montant est tel que des gens doutent, alors que ce sont des réalités. Et je pense qu'on ne va pas accuser pour rien. Il y a des preuves. Et s'ils ont été arrêtés sur la base d'un certain nombre de faits avérés, notamment les véhicules, c'est qu'il y a quelque chose. Qui sait si ça n'a pas dépassé ce montant? Et qui sait ce qu'on pourra découvrir par la suite dans d'autres ministères ou d'autres structures de l'État et ainsi de suite. Mais ça montre qu'il faut aller vite lorsqu'il y a ce genre de situation, qu'on découvre des faits comme ça et que vraiment il faut punir vite. D'accord. Alors Aruna Kaboré, votre avis, votre analyse en tout cas sur ces faits de détournement de fonds au ministère en charge de l'action sociale, et quand on sait que c'est de l'argent qui était peut-être destiné aux personnes déplacées internes et aux personnes vulnérables de façon générale? Non, moi ça ne m'a pas trop surpris. Hein. Contrairement au doyen. Je n'ai pas été trop surpris parce que quand même le profil du Burkinabé de ces dernières années montre quand même qu'on est capable du pire. On a vu des gens qui, au niveau du front, l'argent des VDP, les maigres 20 000 francs qu'on donnait au VDP, des gens l'ont détourné.
On a beaucoup entendu parler de l'argent, des frais de mission des soldats qui vont se battre, qu'ils ne reçoivent pas. On a vu des gens qui ont détourné des marchés destinés à l'achat des armes pour la défense de la patrie. On a vu beaucoup. Donc en réalité, le profil du Burkinabé montre qu'on est quand même capable du pire aujourd'hui. Et c'est bien heureux. Je suis heureux quand même qu'on puisse le découvrir. Peut-être que ça donne un début de solutionnement. Parce que le diagnostic d'un problème, c'est le premier remède du problème. Si le diagnostic n'est pas bien fait, on passe du temps peut-être à chatouiller notre morale en nous targuant de Burkinlum, de pays des hommes intègres. Mais à l'épreuve de la réalité, je pense qu'il y a beaucoup à revoir. Donc je ne suis pas trop surpris. Ce qu'il y a à faire, je pense qu'on parle beaucoup de 3 personnes, mais il y a une centaine d'interpellations dans cette affaire. Et ça ne date pas de maintenant. Voilà, il y a quand même 3 ans qu'on est en train de travailler sur ce dossier. Il faut bien regarder. Ça interroge, ça nous appelle à nous questionner davantage sur quel type de Burkinabé on veut, au plan moral, quel type d'administration on veut mettre en place, parce que c'est là-bas que ça se passe. Et après, il y a une sorte d'armature juridique qu'on devrait pouvoir mettre en place pour dissuader les aventuriers, je les appelle comme ça, de l'administration publique burkinabé, parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'administration pas par l'amour du travail, mais parce qu'ils cherchent des subterfuges pour s'enrichir. Ce sont des aventuriers, il faut les débusquer. Et si on arrive à les débusquer en établissant la véracité des faits, il faut sanctionner. Pour la sanction, j'estime qu'il faut faire en sorte que les sanctions ne se limitent pas à l'aspect rationnel des choses. C'est trop simple. Il faut sanctionner de telle sorte que ça touche au subconscient des gens, de telle sorte que dans notre subconscient même, on ne pense pas à de telles bassesses. L'argent qui est destiné à des gens qui manquent de tout, quand on détourne cet argent, on doit être sanctionné, la sanction doit être à la hauteur du forfait. Justement, qu'est-ce que vous pensez donc de la rapidité avec laquelle ce dossier a été instruit, Adama Kabouré? Merci bien. Pour revenir, avant de revenir à votre question, permettez-moi quand même de rendre un vibrant hommage aux enseignants du Burkina Faso qui ont repris le chemin de l'école. Et je pense également aux anciens chercheurs quand même qui ont battu le pavé pendant les congés pour attraper les retards académiques un temps soit peu. Un hommage également à nos forces de défense et de sécurité, voilà, qui se battent jour et nuit pour la défense de la patrie. Et malgré cela, nous avons des individus téméraires qui se permettent de s'offrir le luxe de détourner des fonds publics. C'est assez écœurant. Pour dire, en rappel, l'audience qui a eu lieu le vendredi, c'était une séance de programmation. Voilà, des différents dossiers inscrits au rôle de cette juridiction spécialisée dans la répression des crimes économiques et financiers. Donc c'est au total 12 dossiers dont 102 personnes ont été impliquées et dont le dossier dont nous parlons actuellement. Voilà, pour dire, moi je crois que... Pour des précisions, il faut peut-être dire que ce procès a été renvoyé pour le 26 novembre. Voilà, oui. ça débute le lundi 18 et jusqu'au 30. Et le cas précis du dossier de l'affaire des 3 milliards, c'est pour le 26 novembre. La rapidité, bon, moi je ne trouve pas... en fait... Normalement, il doit y avoir de la célérité dans certains sujets. Parce que plus on laisse les choses se refroidissent, plus on risque de perdre un certain nombre d'éléments. Vous savez déjà que l'audience de vendredi, il y a un des prévenus qui n'était déjà pas là, sous prétexte de maladie, c'est ce qui nous est revenu. Bon, on l'accorde le bénéfice du doute, mais ce type de personnes sont capables du tout. Nous l'avons vu ici avec l'affaire de l'Assemblée nationale, où l'ancien président de l'Assemblée nationale devrait aller le lendemain, je crois, répondre, au niveau de la SLC, je crois. Mais bon, on cherchait de haut en bas, on ne l'a pas vu. Il y a eu tellement de cas comme ça. Donc, moi, je crois qu'en face de ces sujets-là, il faut une célérité. D'ailleurs, même, c'est une juridiction spécialisée. Voilà. C'est une session spéciale. Donc, je crois qu'il faut toute la célérité possible pour faire la lumière. D'autant plus que le budget, le trésor burkinabé est dans
dans un déficit de ressources financières. Donc, il faut faire en sorte pour pouvoir non seulement rendre la justice, dire ce qui s'est passé réellement, et que ce procès soit un procès pédagogique. Comme il l'a dit, il faut que ça touche le Burkinabé. Il faut que les salariés, que ce soit un salarié du privé ou du public, comprennent qu'on ne vient pas dans une société, on ne vient pas dans une fonction pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent, il faut aller dans le domaine des entreprises, dans le domaine des affaires économiques. Voilà. Donc, c'est assez écœurant quand on estime qu'il y a des soldats, il y a des VDP, il y a des populations qui ont des difficultés pour joindre les deux bouts. Il y a des gens qui se sont levés le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le soir. Donc, c'est assez écœurant quand des gens sont assis à Ouagadougou, c'est un exemple, dans une zone de confort et qui s'adonnent à de telles pratiques, c'est tout simplement offensant. D'accord. Alors, nous sommes rejoints par Blaise Quintega. Justement, comment est-ce que vous avez analysé, ou en tout cas votre décryptage sur cette affaire de détournement de fonds au ministère en charge de l'action humanitaire, le procès donc programmé pour le 26 novembre? Bonjour à tous et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Toutes mes excuses à l'ensemble des téléspectateurs et à vous-même pour des raisons non indépendantes de ma volonté. Alors pour ce qui est de cette affaire, je pense que cette affaire est révélatrice du Burkinabé à transformer et aussi de la nécessité de refondation de nos institutions et de la prise de conscience également de notre état actuel. Laquelle État est le fruit d'un processus qui a été marqué par la désagrégation d'un certain nombre de valeurs qui ont caractérisé notre société burkinabé depuis des lustres d'antan. Et depuis ces 10 dernières années, pour ne pas dire ces 20 dernières années, on a eu un certain nombre de pratiques qui se sont multipliées aussi bien dans la fonction publique, aussi bien dans le privé et dans la société de façon globale, où un certain nombre de valeurs ont disparu à lieu et place de l'argent roi. Et je vous l'ai dit tout le temps ici qu'il n'y a rien d'étonnant dans une société à partir du moment où, si vous avez les codes qui doivent caractériser, j'allais dire, l'idéal de la société, et que vous voyez que des valeurs sont en train de voler aux éclats, il n'y a rien d'étonnant. Parce que je vous l'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai vu que des gens étaient en train d'être étonnés. Moi, je n'ai jamais été étonné. Et je vais vous dire, il y a pire que ça. Et ça m'étonne que cette affaire vienne donner de l'étonnement. Il y a pire que ça. Et c'est favorisé par quoi? C'est favorisé, pour vous dire vrai. Aujourd'hui, depuis 5-10 ans, quand vous regardez les nominations, on se préoccupe à nommer des gens quoi? Loyaux. On se préoccupe moins de son honnêteté, des valeurs que la personne incarne. On veut que la personne soit loyale. Loyale pourquoi? Loyale pour des rétrocommissions. Loyal pour pouvoir, pourquoi? Loyal pour être colporteur d'informations qui puissent servir donc le premier responsable qui l'a nommé. Et c'est ça la triste réalité du Burkina. On ne peut pas généraliser, d'autant plus que dans cette affaire, la dénonciation a été faite par le directeur administratif et financier qui a été nommé aussi et qui n'a pas marché. C'est-à-dire qui a dénoncé malgré peut-être qu'il pouvait se taire, mais il a été loyal, entre griffes. Il a incarné des valeurs qui ont permis quand même de dénoncer donc, ces pratiques au sein de ce ministère. Est-ce qu'on peut généraliser donc pour ces nominations? Non, quand je dis ça c'est quand je prends l'exemple des nominations, oui, mais c'est pas seulement la question de nomination. C'est vrai, il y a des gens honnêtes qui ont servi cette administration burkinabé là. Ils sont nombreux d'ailleurs. D'autres même sont morts dans le chagrin. Moi, j'ai rencontré plusieurs travailleurs donc de l'administration qui ont fait des témoignages, qui ont expliqué. Ils ont payé, d'autres même par leur honnêteté, ont payé le lourd tribut de cette honnêteté-là. Donc je veux dire simplement que ce n'est pas étonnant. Maintenant, c'est bien que ça arrive dans un contexte où la gestion de la chose publique, la bonne gestion de la chose publique est en train d'être recentrée autour donc, de l'essentiel. Et on souhaite que ce procès-là soit un procès pédagogique et que ça permette également aussi
de projeter des perspectives, pour projeter des perspectives en ce sens que, moi j'ai toujours dit qu'il faut toujours, le jour qu'on aura des trophées des hommes honnêtes dans l'administration, le jour qu'on va faire des prix d'excellence des hommes honnêtes, etc., vous aurez qu'il y aura moins de voleurs. Le jour que dans la société burkinabé, de moins en moins, on appellera ceux qui sont les meilleurs détourneurs et les meilleurs voleurs de gens réfléchis, il y aura moins de voleurs. Voilà, parce que vous voyez, l'action humanitaire, c'est assez sensible. Et si c'est à ce niveau-là qu'on est en train de voir ces genres de choses, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour vous dire vrai, et même jusqu'à la première responsable, elle doit se poser des questions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de ministères, si on fouille très bien, on verra que c'est des pratiques qui ne sont pas nouvelles, mais qu'il faut tenter il faut essayer de dépasser, parce que le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte qui ne devait pas être favorable à de telles pratiques. D'accord, merci à tous pour vos analyses sur ce sujet. On a 3 autres sujets sur la table, sauf une réaction. Quelles leçons justement on peut tirer de cette affaire Amer Koné, très rapidement? Je voudrais préciser que je n'ai pas dit que je suis surpris, je dis c'est désolant et c'est dommage, parce que nous sommes en pleine refondation, comme il a dit, et c'est tout à fait triste de voir que des individus continuent. C'est pour cela que j'ai dit au début de mon intervention que l'impunité perdure. Tout ça parce que pendant des années, on n'a pas puni les vrais délinquants. Les petits délinquants sont nombreux dans les prisons, c'est pour cela qu'il faut rapidement prendre des mesures pour les faire sortir et les rééduquer comme il en convient. Maintenant, oui, très rapidement. La leçon a été, non, je l'ai dit tout à l'heure, je dis il faut agir vite, c'est tout. Il faut vraiment les juger vite et prendre des mesures qui conviennent le plus rapidement possible pour servir d'exemple. D'accord, oui, Blaise Kintéga. Vous voyez, il y a un monsieur que sincèrement, moi je souhaite qu'on le déclare héros de la nation avant qu'il ne meure. Voilà, c'était un tonton, un monsieur Laura Bado, qui depuis des années a parlé de la loi sur le délit d'apparence. Aujourd'hui, nous en sommes où avec? Vous avez aujourd'hui des gens qui existent, ça a été adopté à l'Assemblée. Oui, mais à César, c'est qui est à César, et au Seigneur, c'est qui est au Seigneur. Vous avez aujourd'hui, dans le recrutement de la fonction publique, c'est pour cela, moi, j'ai toujours dit qu'il faut une réforme de l'ENAREF, l'ENAM, etc., ainsi que toutes les institutions qui servent à former nos administrateurs, parce qu'il ne faudrait pas que ces valeurs donc, de l'administration coloniale la perdurent, parce qu'il y a des agissements qui sont carrément des agissements des anciens percepteurs d'impôts de l'impôt colonial. Et aujourd'hui, je dis, vous regardez dans le processus de formation et de prise de fonction de nos agents, vous avez des agents des doyens à l'époque, le fonctionnaire, c'est à la retraite qu'il terminait ses derniers briques ou du moins la finition de sa maison. Mais aujourd'hui, vous avez des travailleurs en 5 ans, 6 ans de service, le gars, il t'a frappé 2 R+3 et il a au moins 4-5 célibatoriums. Et aujourd'hui, la loi 081, je crois, c'était 083, c'est devenu 081. Je suis désolé, cette loi-là, elle n'est pas mise en œuvre. Vous avez des fonctionnaires aujourd'hui qui ont des quincailleries, qui ont des ateliers de soudure, qui ont plein d'initiatives privées parallèles comme ça, et ça se fait aux yeux et au su de tout le monde. Je pense que ça doit projeter la réflexion sur l'administration publique de façon globale, les agents y compris. C'est vrai, hein, on ne jette pas l'anathème sur les travailleurs du public, mais ça veut dire qu'il y a des gens honnêtes. Et le jour qu'on va, comme moi je l'ai dit, le jour qu'on va célébrer ces hommes honnêtes qui font du bon boulot, qui essayent d'incarner un certain nombre de valeurs de notre administration publique, à partir de ce moment-là, on peut espérer un nivellement de cette administration publique. Sinon, je vous avoue que la réalité est triste. Bien compris, il faut donc faire la promotion de valeurs qui incarnent la bonne gestion. Oui, très rapidement. Sur ce procès-là, en fait, ça remet beaucoup en cause notre arsenal juridique en matière de contrôle de gestion. C'est dit que, et c'est vrai, nous avons un bon des outils qui servent au contrôle de gestion, mais en fait, avec cette affaire-là, ça vient remettre en cause tout ce que nous avons. Donc, il va falloir que les décideurs politiques analysent
parallèlement, au moment où ce procès se tient là, analyse parallèlement notre dispositif de contrôle de gestion, de vérification des ressources publiques, voilà, pour nous éviter éventuellement ces choses. Parce que pour 2 ou 3 personnes qui ont été interpellées dans cette affaire, je me dis qu'il y a toute une machine, toute une batterie qui est derrière cette affaire-là, qu'il va falloir travailler à démanteler. D'accord, on vous a bien compris en 30 secondes, oui. C'est vrai, il faut aller vite, mais il faut aller bien aussi. Parce que j'estime qu'en matière de justice, vaut mieux peut-être se tromper sur un délinquant que de condamner quelqu'un qui est innocent. Ça aussi, c'est très important. Il faut pouvoir établir les faits comme il se doit et dire le droit comme il se doit également. Juste à apostropher à Blaise, tu sais, l'affaire des fonctionnaires qui ont des initiatives privées, si nous voulons un pays qui aille de l'avant, il ne faut pas totalement écarter cela. Maintenant, c'est l'encadrement. Dans tout ce c'est dans l'esprit, en fait. Il y a des passerelles. Il y a des métiers pour lesquels les fonctionnaires bien sûr, il y a des passerelles. C'est justement ce que donc, je veux dire. Pourquoi on ne dise pas globalement les fonctionnaires ne doivent pas faire... Non, mais je dis ça parce que... Non, Aruna, je dis ça parce que... Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous avez des directeurs, des directeurs généraux qui ont leurs femmes qui aujourd'hui sont peut-être dans ce qu'on a appelé les services traiteurs. Vous avez un cousin du directeur qui lui est dans le BTP. Non, ce que je veux dire, c'est que même en matière de marché public, c'est connu et c'est vécu au Burkina. Après, qu'est-ce que ça fait? Après, ça vous fait un état où vous avez, lorsqu'on a quelqu'un qui est nommé, vous avez tous les marchés autour donc de sa direction. Ça revient à sa famille. C'est ce qu'on a dit par rapport aux mines. C'est la même chose. Donc, et ça pose un problème. Oui, donc c'est des réglages donc, à faire à ce niveau très rapidement. Oui. Je crois qu'il ne faut pas trop aller dans ce débat-là. On va donner l'impression qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de bons fonctionnaires. Il y a des travailleurs honnêtes. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça l'emporte. Il y a des travailleurs honnêtes qui ont trimé toute leur vie, qui n'ont rien, ils n'ont même pas eu une petite médaille, qui n'ont même pas eu un petit avancement, qui sont dans l'anonymat, dans les villages, qui meurent comme ça et qui sont dans... Parce que l'image des travailleurs en ville, ce n'est pas la même chose que le travailleur qui est dans les villages ou dans les petites villes. Donc, vous avez compris, le sujet, il est passionnant. On aura l'occasion donc de revenir parce que le procès est programmé. Quand le verdict va tomber, on aura l'occasion de revenir donc sur cette... Je suis désolé, il faut qu'on poursuive parce qu'on a 3 autres sujets sur la table. Justement, en attendant ce verdict de cette affaire, des réformes sur les conditions et modalités d'administration donc de la peine de travail d'intérêt général sont en cours au Burkina. L'Assemblée législative de transition a adopté le vendredi 8 novembre dernier la loi portant administration du travail d'intérêt général pour corriger les imperfections de l'ancienne loi. En un mot, donc, le travail d'intérêt général permet de juger, au juge, donc, de dire qu'en lieu et place donc, de la prison, un condamné va plutôt exécuter donc, un travail dans un service public ou une entreprise privée qui poursuit des missions d'intérêt général. Donc c'est une actualité que vous avez certainement suivie. Alors Adama Kabouré qui sollicite la parole, vous l'avez donc, quelle appréciation vous faites donc de cette nouvelle loi, en tout cas de cette relecture, quel regard apportez-vous sur cette disposition? Bon, je crois que c'est, je vais le qualifier comme ça, c'est une innovation majeure parce que quand on regarde même à l'intérieur de la loi, déjà comme innovation, en lieu et place du terme prévenu, c'est plutôt personne poursuivie. Et quand on regarde notre système carcéral que nous avons aujourd'hui, il y a des difficultés, il y a une surpopulation qui est là. Et l'autre hic est que, bon, pour des délits, pour certaines peines, bon, des gens sont mis derrière les barreaux aux frais du contribuable. Quand on prend peut-être le procès des 3 milliards qui va s'ouvrir le 26 novembre prochain, moi je crois, et celle-là j'ai apprécié beaucoup les propos du procureur Bazier quand il dit que si l'enquête a traîné, c'est qu'ils étaient en train de travailler aussi sur l'enquête, ils étaient en train de faire une enquête du patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des peines classiques là, il faut innover et il faut travailler de telle sorte
pour éviter de donner plus de charges d'État, d'autant plus que les Burkinabés même sont déjà sous un régime de vie chère qui ne dit pas son nom. Voilà, alors que les conditions ne s'améliorent pas non plus. Donc moi je me dis qu'il ne faut pas encore mettre une charge pour des gens qui sont en porte-à-faux avec la loi sous la charge des finances publiques. Donc moi je crois que c'est une bonne idée, mais il va falloir assez faire attention aussi, parce que c'est vrai que l'Assemblée nationale a recommandé le ministère de la Justice de sensibiliser les différents acteurs. Je trouve que c'est bon, mais c'est trop plat. C'est trop plat. Les 68 députés qui ont fait, en tout cas qui ont voté à l'unanimité cette loi-là, moi je trouve qu'il ne faut pas s'arrêter au niveau de la sensibilisation seulement. C'est-à-dire qu'il faut impliquer tous les acteurs possibles. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'avis avec cette façon de faire. Donc il va falloir qu'à un moment donné, non seulement demander au gouvernement de faire une évaluation périodique de la mise en œuvre de cette loi-là, faire une évaluation, en tout cas annuelle de la mise en œuvre avec les différents acteurs pour situer vraiment l'évolution, tirer les conséquences et éventuellement envisager des perspectives. Il faut également que le gouvernement dote de moyens nécessaires à l'administration pénitentiaire pour qu'elle puisse faire son travail de façon efficace. Voilà. Parce qu'à un moment donné, si souvent on se retrouve dans des cas où il y a des cas de détournement comme ce qu'on a eu au ministère de l'action humanitaire, c'est que le travailleur qui se sent un peu, qui n'est pas dans les conditions optimales de travail, bon, va céder sûrement sous la tentation. Et je crois que ça arrivait un peu dans la juridiction de Kaya, où il y a un garde pénitentiaire qui a été déféré, je crois, à Zniaré, si je ne me trompe pas, pour une affaire comme ça. Et c'est le lieu également d'interpeller le gouvernement, d'autant plus qu'on est en train de doter notre armée de moyens logistiques performants. Il faut travailler aussi à doter les autres forces de défense et de sécurité de moyens performants. Moi, je n'admets pas que pour le transfert, par exemple, des personnes en porte-à-faux avec la loi, que ça se fasse avec des pick-up. Voilà, c'est mettre en danger non seulement les gardes pénitentiaires, et c'est également mettre en danger ceux qui sont... je pense qu'il y a des bus qui sont assez spéciaux, qui transportent ces pénitentiaires, des fourgons en tout cas qui sont... Oui, il y a ces bus-là, il y a des fourgons, mais la réalité est tout autre également sur le terrain. Pour ceux qui ne sont pas sur le terrain, et quand vous approchez ces gars-là, ils savent de quoi exactement il s'agit. Donc il va falloir travailler également à doter de moyens nécessaires aux gardes pénitentiaires pour qu'ils puissent faire leur travail convenablement et nous éviter ce qui est arrivé au niveau de l'action humanitaire. On vous a bien compris. Alors Ahmed connaît votre appréciation, votre avis donc, sur cette nouvelle loi, sur cette relecture donc, de la loi de 2004. D'abord, je félicite les initiateurs d'une telle loi. Il faut reconnaître qu'au ministère de la Justice, on travaille beaucoup. Les magistrats font leurs efforts et les avocats, bien entendu, aussi. Mais la question que je me pose chaque fois, c'est est-ce qu'on va jusque dans nos villages, dans nos contrées, pour savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à la loi, disons, aux coutumes? Parce que nous oublions que nous venons de loin. Nous avons connu, évidemment, la colonisation qui nous a laissé ces textes. On a essayé de les relire, les adapter, mais on a oublié que même dans nos villages, il y a des sanctions, il y a des mesures, il y a des travaux d'intérêt commun. Il faut regarder un peu dans chaque région qu'est-ce qu'il y a comme héritage de nos traditions qu'on puisse exploiter, qu'on puisse explorer, qu'on puisse mettre à disposition donc du législateur afin que lui aussi, il réfléchisse suffisamment bien pour nous donner des lois d'intégration réelle. Parce qu'au-delà de ça, il y a un souci d'éducation, de prévention, de formation à la base, puisque bon, quand on parle d'éducation civique et tout ça, ça fait partie des enfants qui sont dans les écoles primaires, on commence à les encadrer. Mais pourquoi les adultes répètent chaque fois, et récidivent, il y a beaucoup de récidivistes, pourquoi? Parce que nos lois sont difficilement applicables. Travail d'intérêt commun au travail d'intérêt général, il y a beaucoup d'expériences à travers le monde. Il ne faudrait pas que ça permette à un législateur, c'est pas moi, qui est assez léger, de faire quelques faveurs à certaines personnes. Il faut qu'on catégorise les choses, qu'on fasse de telle sorte que si quelqu'un vient, pourquoi pas, a commis des actes dans une certaine région, qu'on fouille bien
quelles sont les mesures qu'on peut prendre. Par exemple, ça peut être sur son lieu de résidence. Vous savez que dans nos coutumes, dans nos traditions en général, le bannissement, toute forme d'humiliation existe même à travers des chansons, des proverbes, pour que l'individu puisse se ressaisir. Il faut trouver des formules pour que les gens ne soient plus enclins à poser des actes, qu'ils soient humiliés à travers des travaux d'intérêt humiliants, pour qu'ils ne récidivent plus. Voilà des questions qu'il faut se poser. Il faut qu'on mène des études sérieuses. Voilà, moi, je pense que les valeurs... Il faut poursuivre les recherches. Je pense que ces mécanismes donc de sanctions qui existent dans nos sociétés traditionnelles. Les chefs coutumiers sont là pour nous aider. Oui. Tout ce qui a comme forme de législation coutumière, on peut essayer d'explorer ça pour voir. Il ne faut pas vraiment que ça donne encore les mêmes résultats qu'à travers la loi napoléonienne. Il faut que nous ayons nous-mêmes pour souci d'intégrer nos valeurs sociales dans les formes de bannissement, de répression ou de prévention. D'accord. En tout cas, le travail d'intérêt commun, donc tel que prévu par cette loi, donc peut être intellectuel, avicole, agricole ou industriel. En tout cas, selon également le ministre en charge de la justice, cette loi, comme l'a dit donc Adama Kaboré, permettra donc de désengorger les établissements pénitentiaires, de réduire les charges de fonctionnement des prisons et de favoriser donc la réinsertion sociale des personnes condamnées. Adama et Aruna Kaboré, les deux Kaboré. Je pense que c'est un texte qui répond à deux problématiques majeures. D'abord, la surpopulation carcérale et aussi la mise en berne de certains bras valides. Et bon, contrairement à ce que le doyen disait, je pense que l'option ici, ce n'est pas trop dans le sens d'humilier le prévenu, mais c'est de faire en sorte qu'il soit utile et qu'il y ait une sorte de réinsertion. Je pense que ce que le doyen dit, c'est que s'il y a des mesures d'humiliation, ça va dissuader. Oui, mais le ministre l'a dit. Pour qu'on soit éligible même à ce travail d'intérêt général-là, on regarde d'abord la peine et le profil du prévenu en question. Ce n'est pas n'importe quel bandit qui peut bénéficier de cela. Voilà, il y a des gens qui vont encore rester en prison de façon ferme. Il y a des gens, au regard du profit, de leur profil pour le défaut qu'il y a eu, en fait, la faute commise, pourront bénéficier, parce que j'estime que quand même le travail d'intérêt général, quand on parle de travail de production scientifique, de production avicole, agricole, c'est pour qu'il y ait des résultats. Notamment faire en sorte que ces prévenus-là puissent travailler à nourrir au lieu que ce soit l'État qui soit obligé de sortir de l'argent. Je pense que dans cette vision des choses, c'est bien. Maintenant, il faut contrôler, le doyen l'a dit. Il ne faudrait pas que ça soit une passerelle pour que des gens facilitent la tâche à leurs amis, des choses auxquelles on est un peu habitué dans la façon de faire. Justement, il y en a qui pensent que cette loi peut-être va favoriser, peut-être en tout cas faire disparaître d'une certaine façon la peur de la prison et peut-être favoriser la commission d'un certain nombre de fautes. Mais c'est ce que je disais, si j'ai bien écouté le ministre, il y a d'abord le profil de la personne mise en cause. Ce n'est pas n'importe qui va bénéficier de ce travail, du travail d'intérêt général. Et mieux, il faut voir dans les prisons, quand vous partez dans les prisons, vous trouvez des jardins pour des gens dont la peine est en train d'aller à un certain niveau. On estime que le prisonnier aujourd'hui, ce n'est pas un prisonnier, il n'est plus un prisonnier dangereux. Il attend d'éponger sa peine. Il y a des prisonniers qu'on envoie parfois, qui sortent, qui font des courses et qui reviennent. Parce que la peine reste quelques mois, il ne va pas se mettre en danger. Donc il y a aussi de son comportement. Voilà son comportement, on observe son comportement. Donc il y a ces aspects-là également qui vont être pris, ces critères-là, je veux dire, qui vont être pris en compte avant qu'on puisse bénéficier. Parce qu'on estime, si on est fautif,
et qu'on doit bénéficier d'une certaine liberté pour travailler, c'est une faveur. Donc, il y a quand même un certain nombre de garde-fous avant de bénéficier de cela. Oui, en tout cas, c'est une mesure qui rentre en droite ligne de la vision du chef de l'État qu'il a exprimé plusieurs fois, qu'il fallait peut-être mettre à profit des gens qui sont condamnés pour accroître la production agricole dans le cadre donc, de l'initiative présidentielle donc, dans le secteur de l'agriculture. Alors justement, Blaise Quintega, votre avis, votre point de vue donc, sur cette nouvelle législation? Je pense que c'est déjà une très bonne chose, c'est innovant. Et puis, bon, on dirait peut-être historique. Mais avant ça, je crois qu'en 86, non, je crois qu'il y avait déjà la prison de Baporo qui avait été faite à cet effet-là. L'objectif, c'était de mettre les prisonniers à contribution. Et ça se poursuit. Hein. Voilà. Il y a toujours je crois que dans la vision du chef de l'État, ce n'est pas seulement le fait d'accroître donc la production agricole. Il avait dit que lui-même, il avait une aversion donc, pour les prisons. Parce qu'effectivement, historiquement, il a raison. Et du point de vue africain, c'est la prison, c'est pas trop l'affaire de nous, Africains. Maintenant, je pense qu'il faut réinsérer ça dans une vision globale. Dans une vision globale, et c'est pour cela que je dis qu'une société malade a besoin plus de sociologues et de psychologues. Et pour le cas du Burkina, j'insiste, recruter des sociologues, des psychologues, que vous allez donner des feuilles de route claires dans tous les compartiments de notre société, et y compris dans l'administration. Parce que pour pouvoir bien voler, il faut bien connaître la loi même qui vous empêche de voler. Donc la plupart des grands voleurs sont des gens qui connaissent très bien la loi. C'est des gens qui connaissent les conséquences du vol et du détournement. C'est eux qui sont les grands voleurs. Donc ça pose un problème, non pas de la loi, de la connaissance de la loi, mais ça pose un problème de la sociologie globale même de votre société, de la psychologie sociale de votre société. Donc il faut travailler à ce niveau-là, que ce soit dans beaucoup de domaines, y compris même les médias, TB, AIB, je ne sais pas quoi. Il faut recruter des sociologues. S'il y a des sociologues à l'intérieur, il faut les recentrer autour donc, de cette... Parce qu'il y a un véritable problème au Burkina. Donc moi je pense que cette loi, elle est la bienvenue. La grande difficulté première avec l'ancienne ministre, c'était la question des conventions que nous avons signées. C'est ce que j'ai ouï dire. Il y avait un problème des conventions que nous avons signées à l'international, à savoir que la liberté du prisonnier, une fois qu'il y a des mécanismes d'allègement de sa peine, à partir de ce moment-là, le prisonnier, il avait totalement le droit de choisir d'aller faire ce qu'il veut. Il n'appartenait pas à l'État, donc justement, de décider ce qu'il devait faire. C'était la grande difficulté. Et maintenant que c'est légiféré au Burkina, je pense qu'il faut travailler effectivement à anticiper aussi. Parce que pour moi, on ne naît pas voleur, on ne naît pas délinquant, on le devient. Et quels sont les mobiles qui amènent les gens à devenir délinquants ou du moins à commettre un certain nombre de crimes? Il faut les comprendre avec les officiers de police judiciaire. Il faut documenter, faire des statistiques. Regarder sur 100 voleurs de téléphone, combien sont nés dans telle région, dans telle ville, dans telle famille, et puis croiser les données. Non, ce que je vais dire, non, ce que je vais dire, non, ce que je vais dire, on parle de région, non, ce n'est pas forcément, je dis ça, il n'y a pas de lien. Non, c'est des exemples. Je dis ça parce que ça permet de comprendre. Parce que nous, en Afrique, on pense que l'homme marche comme ça, entre un jour, il est bon. C'est pour cela qu'on s'étonne des gens qui étaient sur des plateaux, qui disaient oui, il faut lutter contre la corruption, et il faut qu'on soit révolutionnaire. Après, quand il y a une dynamique révolutionnaire qui vient, vous voyez que ces gens-là deviennent autre chose. Non, c'est pas étonnant. Ça dit qu'il faut croiser les données pour comprendre. On vous a bien compris, il faut des études sociologiques. Voilà, il faut des outils pour comprendre, pour anticiper. Parce que moi, je me suis amusé avec mon grand frère qui est policier, qui est très connu d'ailleurs. Je lui ai dit, mais attends, sur 100 prisonniers, moi je veux comprendre l'âge moyen des délinquants. On vous a bien compris. Donc, pour anticiper, moi je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale aussi, il fallait une cellule de réflexion aussi, peut-être soit à l'Assemblée nationale, soit au niveau donc, de la justice, qu'on puisse regarder les statistiques sur les problématiques sociales auxquelles nous faisons face. Que ce soit aujourd'hui la délinquance, que ce soit le divorce, que ce soit plein de problèmes comme ça que nous rencontrons aujourd'hui, qu'on est obligé de trimballer au tribunal. Comme le doyen l'a dit, nous avions dans le temps un certain nombre de mécanismes pour réguler notre société. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il faut recentrer les sociologues et les psychologues
au centre d'un certain nombre de décisions et leur donner des feuilles de route claires pour que nous puissions justement guérir cette société burkinabé. On vous a bien compris. En tout cas, à Ouagadougou, la liste des infractions dans la circulation à Ouagadougou s'allonge. Dans un communiqué, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou annonce que la limitation des cortèges de mariage est désormais fixée à 10 véhicules. Principale raison évoquée, ces cortèges de mariage empêchent la fluidité de la circulation dans la capitale burkinabé. C'est peut-être que c'est un communiqué que vous avez pu lire Aram Adama Kaboré. Alors, quelle est votre appréciation de cette décision? Bon, je crois que ce communiqué même n'avait même pas sa raison d'être, parce que déjà, pour l'inscription au registre de mariage, déjà les intéressés se présentent devant l'autorité et il y a un certain nombre de conditions qui est fixé. Je crois que déjà il fallait commencer par ça. Et l'autre aspect également, quelqu'un viendra me dire que non, il y a des gens qui célèbrent des mariages religieux, je suis d'accord. Et à ce niveau également, je crois que la commune de Ouagadougou pouvait également interpeller les différentes organisations religieuses, parce que généralement ça s'organise dans les lieux de culte. Voilà, interpeller pour qu'ils commencent la sensibilisation. Vous savez, aujourd'hui au Burkina Faso, le problème c'est quoi? Les gens ont l'incivisme à la peau dure. Voilà, et j'ai peur que ça soit un feu de paille, parce que si on se rappelle bien, fin 2023, je crois, le ministère des Transports avait fait sortir un communiqué, une note pour dire que demander aux gens de dégager les emprises des voies au niveau des différentes agglomérations. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il? Je crois que ceux qu'ils ont eu, ils ont parvenu à dégager sont revenus sur le même site. Et je crains qu'à un moment donné, on va commencer à appliquer peut-être la rigueur de la loi, mais à un moment donné encore, nous allons laisser. Du reste, je crois que c'est la bienvenue, parce que ça va permettre un temps soit peu de recadrer les choses. Parce que la célébration de ces mariages-là ont vraiment occasionné des décès. Et quand on prend l'échangeur du nom, notre joyau, ce joyau de la ville de Ouagadougou, où souvent la circulation qui est censée y être fluide se retrouve souvent bloquée. On l'a vu avec des gens qui ont bloqué la circulation avec des caterpillars pour faire le buzz. Bon, donc c'est vraiment décevant. Donc des mariages même généralement qui sont célébré en grande pompe et quelque temps après, les statistiques au niveau du palais de justice nous en disent énormément. Donc il va falloir que c'est un problème d'éducation surtout, et il faut commencer vraiment à sensibiliser les gens et à pratiquer la sanction qu'il sied. Maintenant, dans la faisabilité, qu'est-ce qui va se passer? C'est possible d'appliquer cette mesure dans la ville de Ouagadougou quand on voit ce qui se passe chaque C'est là toute la difficulté. C'est là toute la difficulté. Déjà, la police municipale n'a pas vraiment, je ne crois pas, qu'elle a un effectif assez étoffé, même si on fait appel à la police nationale ajoutée. Les voies publiques sont énormes et je ne sais pas comment vraiment ils vont le faire. On attend qu'ils nous éclaircissent davantage vraiment cette politique qu'ils veulent mettre en place. Oui, Aruna Kaboré, moi j'ai envie de nous poser une question. Est-ce qu'elle va être appliquée? Est-ce que c'est possible de la mettre en œuvre? Non. Je ne vais pas mettre le doyen dedans, mais nous qui sommes là, à nos mariages, c'était comment? Le cortège, c'était comment? Il faut être parfois pratique. Parce que quand on est sur le plateau aussi, on peut dire des choses. Mais dans la pratique, c'est quand même assez difficile. Parce que la sociologie qu'on a, la façon dont on voit les choses, un mariage, vous partez à la mairie et après vous vous retrouvez dans un lunch. Oui. Vous voyez, c'est un peu lourd. Peut-être qu'il faut sensibiliser, moi je pense. J'apprécie fondamentalement la mesure, mais dans la pratique, comme ça, du coup, ça va être difficile. Il faut sensibiliser pour que nous-mêmes, on change nos comportements, nos façons de faire. Peut-être qu'il n'y aura plus la file pour accompagner le marié. Il n'y a pas de souci. S'il y a le mariage, on se retrouve là-bas. Si on a quelque chose à partager, on partage. Et puis, oui, chacun prend sa route. Justement, est-ce que dans nos sociétés, c'est vu, en fait, la longueur du cortège de mariage est vue comme un facteur de réussite du mariage? Est-ce que si on enlève ça, ça ne va pas enlever quelque chose à la fête? Oui, mais après, il y a quand même, le président de la délégation spéciale, il a quand même des raisons de dire que ça bloque les routes. Et nous tous, on le sait. Combien de fois on a été bloqué par un mariage? Il y a certains qui en font de la fanfaronnade. Le goudron même qui est... Il y a des scènes d'acrobatie. Ah oui, des scènes d'acrobatie qui aboutissent parfois à des accidents. Oui. Voilà. Donc,
en fait, la raison, elle est là. Il y a des raisons de dire non, arrêtez. Il faut qu'on se mette un peu de discipline. Nous, on a nos habitudes africaines, mais on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Il faut qu'on sache. Donc vous êtes favorable? Non, je suis favorable, mais il faut sensibiliser parce que ça ne va pas passer tout de suite comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Il faut sensibiliser. Moi, ma crainte, c'est qu'on a parlé de véhicules. Quand on sait qu'à Ouagadougou, dans un mariage cortège, il y a des motos. Qu'en est-il donc des motos qui sont très souvent les plus nombreuses dans ces cortèges? Alors, dans les véhicules. Oui, les motos font partie des véhicules. Voilà. Bon. J'ai envie de dire que le président de la délégation spéciale a vraiment du temps. Pour moi, ce n'est pas des questions urgentes. Il faut simplement décider de supprimer les cortèges une bonne fois pour toutes. Totalement? Totalement. C'est-à-dire que s'il y a un mariage, le marié, les témoins, peut-être les parents et peut-être des amis. Pas plus de 5 véhicules. 3, 2, c'est suffisant. Les gens n'ont qu'à se retrouver au lieu du lunch. Et puis la voie est dégagée. Oui. Sinon, pourquoi on ne fait pas de cortège quand il y a des divorces? Il y en a plein pourtant. Les gens se marient, ils font du bruit. Après, on apprend qu'ils ont divorcé. Et il n'y a pas de cortège. Pourquoi? Dans ces cas, non, j'en arrivais, je voulais dire, dans ces cas, il faudrait regarder aussi la liste des véhicules lorsqu'il y a décès. Ça aussi, c'est un autre problème. Il faut qu'on arrive à gérer nos cérémonies, c'est tout. Il faut que monsieur le président de la délégation spéciale et puis ceux qui l'entourent réfléchissent à comment gérer nos manifestations. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand il y a des cortèges militaires et autres, on voit bien qu'il y a la discipline. Mais chez les civils, il n'y a aucune discipline. Les gens viennent, ils ont quitté leur petit village, ils sont à Ouagadougou, ils ne savent même pas circuler. Et puis, à l'occasion d'un mariage, ils font du bruit. Bon, il faut qu'on arrête. Moi, je pense qu'il faut être radical sur ce plan. On ne doit plus s'amuser comme ça sur les rues. Parce que la rue, c'est pour qu'on circule, pour que les véhicules de tout genre, qui sont permis, qu'on permet, et auxquels on permet de circuler, soient là et qu'ils puissent circuler. Le reste, là, c'est du folklore. On n'a qu'à s'arranger pour se retrouver au village ou bien, je ne sais pas moi, au marché. Et puis pour fêter, c'est tout. Je crois qu'on n'a même pas besoin de fêter tout ça. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne, les mariages là. Ouais, c'est désolant. Ok, alors... Et puis attention, j'ai vu un exemple comme ça, c'était au Mali, je crois. 6 véhicules. Moi, j'étais tellement étonné. C'est pas c'est à Ségou, mais en tout cas, c'est au Mali. J'ai vu un avis comme ça. C'était 6 véhicules. 6 véhicules. Si c'est raisonnable. Mais pour moi, il ne faut même pas aller au-delà de 3 véhicules. C'est bon. On n'a pas besoin de savoir que les gens sont mariés. Après, ils vont aller faire des bruits. Après, ils vont faire des décès. Il y aura des décès. Et puis, bon, divorce et ainsi. Non, ça va. Bon. Dernière réaction sur la question Blaise Kintega. Comment est-ce que vous appréciez cette mesure? Quand j'ai vu, j'ai rigolé. J'ai dit, je suis d'accord avec le doyen que le PDS, c'est un monsieur que le président doit essayer d'auditionner parce qu'il veut nous faire perdre de l'argent. Moi, je suis pour que on essaie de voir avec la police municipale si on peut affecter ne serait-ce qu'un policier municipal ou 2 à toutes les cérémonies moyennant de l'argent. Et si vous avez un long cortège de 500 mètres, ou du moins de 200 mètres, qu'on puisse taxer ça. Parce que actuellement, on a besoin d'argent. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce n'est pas réaliste du point de vue du contexte. Ce n'est pas réaliste aussi dans la sociologie globale. Une fois de plus, comme je l'ai dit, plus il y aura des sociologues dans des endroits comme les mairies et autres, mieux on pourra trouver des alternatives à beaucoup de problèmes. Sinon, cette affaire-là n'est pas réaliste du point de vue du contexte, ce n'est pas réaliste aussi du point de vue de la sociologie de notre société. Maintenant, la grande difficulté, c'est quoi? C'est des mariages militaires ou civils, ou du moins c'est tout mariage. Et au-delà donc il n'y a pas eu de définition. Voilà, au-delà donc du mariage, il y a beaucoup d'événements qui font appel au cortège, comme doyen l'a dit, les manifestations de façon publique. Mais vous savez, c'est ça aussi, on parle de la connaissance de l'histoire. Durant la Deuxième Guerre mondiale, l'expression en situation de non-droit, la nécessité des droits, je crois qu'elle est née de ce contexte de guerre-là, où l'administration allemande était à terre, où tous ceux qui n'ont pas pu se marier avec l'administration, on a déclaré tous ceux qui ont vécu ensemble pendant la guerre des gens mariés automatiquement. Parce que l'administration était presque à terre, le pays était en guerre et tout. Donc je pense que c'est des contextes comme ça qui doivent nous amener aussi à réfléchir comment on trouve en fait des idées innovantes. Pour moi,
Je trouve que ce n'est pas réaliste du point de vue de l'application. Ce qui serait intéressant, c'est que le PDS essaie de voir si on ne peut pas trouver des policiers municipaux qui vont essayer et là, la mairie pourra taxer, par exemple, ces gens de véhicules. Voilà, 50 000 francs, voilà, un véhicule 50 000 francs où vous avez la police municipale qui vous encadre, peut-être 2 derrière, 2 devant, qui vont déblayer la circulation parce que vous voulez célébrer votre mariage, etc. Mais vous payez 100 000 francs, par exemple, pour l'occupation de la voie publique. Et là, la police pourra regarder en fonction du trafic quel axe il faut emprunter pour arriver au lieu de mariage. Et en même temps, ces gens-là pourront faire office donc, de sécurisation de la cérémonie, etc. Ça pourrait nous rapporter de l'argent. Deuxièmement, je pense aussi qu'il peut aller au-delà. Au niveau donc, des PDS, moi je l'avais toujours souhaité, le doyen a parlé des divorces. Pourquoi aujourd'hui ceux qui sont censés lier les gens à travers ce qu'on appelle l'acte de mariage, pourquoi aujourd'hui au sein de nos mairies, on ne pourrait pas trouver des gens expérimentés, des anciens couples qui vont faire du monitoring et du coaching permanent pour les couples en difficulté, etc., moyennant quelque chose. Oui. Voilà une sorte de ça, on sort du contexte. Non, ça c'est pour dire que le PDS doit être beaucoup plus innovant parce qu'on a trop de problèmes dans la ville de Ouagadougou pour mais le cas des mariages, c'est une réalité. Quand il y a un mariage dans des mairies, Nongre-Massom, c'est un cas très très visible. C'est fini, on ne peut plus circuler devant la mairie puisque la mairie donc, est située donc, aux abords de la voie principale. Alors, si le cortège sort, c'est fini. Il vous faut 1 heure pour pouvoir reprendre la circulation. Est-ce que ce n'est pas une mesure, justement, qui va venir vraiment donner une solution donc, à cette solution? Du point de vue pratique, je trouve que le choix, en fait, la décision, elle est très bonne. Parce qu'effectivement, ça nous empêche de circuler. Et le doyen l'a dit, ce n'est pas que les mariages. Il y a parfois un baptême. On sort des grilles pour barrer la route. Tu vois, on obstrue tout. Mais de fois, même des grilles de la police même la prière. Même la prière. En fait, vous savez, on a des sujets qu'on dit sujets tabous. Mais quand on veut toucher à un domaine, il faut être assez holistique pour trouver le juste milieu. Parce qu'après, on gêne tout le monde. Et c'est pas intéressant. Sinon, la mesure, je la trouve très objective. Vous avez bien compris. Il faut sensibiliser. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Parce que là, ce qu'il dit, c'est vrai, parce qu'il y a des célébrations de mariage, en fait, ça donne souvent, franchement, ça donne envie de vomir, comme l'a dit Laurent Bado. Parce que tu ne peux pas comprendre que pour une cérémonie pareille, vous avez des cascades, les gens cascadent sur la voie, vous avez des jeunes qui font sortir donc comment on appelle ça, les pédales de leur truc, et qui font des étincelles. Voilà, des étincelles sur le goudron, etc., etc. Voilà, moi je pense que le PDS gagnerait à nous faire gagner de l'argent rapidement parce qu'on en a besoin pour investir stratégiquement dans la vie de... On vous a bien compris. Alors, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Un tour de table sur le retour donc, de Donald Trump à la Maison Blanche. Vous l'avez suivi, donc il a été élu 47e président des États-Unis. Donc, en attendant de voir justement le cortège donc, qui va conduire Donald Trump le 25 janvier prochain donc, à la Maison-Blanche, qu'est-ce que vous pensez justement, quelle analyse vous faites donc, de ce comeback de Donald Trump à la Maison-Blanche? Un tour de table. On en reparle après l'investiture. Oui. C'est pas étonnant, hein. D'ailleurs c'est un vote historique. Et moi j'étais persuadé que Donald Trump face à la candidate démocrate Harris allait passer haut les mains, parce que quand on regarde déjà les scénarios qui étaient déjà mis en œuvre avec cette balle qui a frôlé son oreille lors d'une campagne, et quand on regarde également et pendant quelques jours avant le vote, Donald Trump avait tenu des propos sur le Porto Rico, je crois, hein, et en les traitant, bon, je préfère garder les termes. Et ensuite, le président Biden est revenu, voilà, en traitant les électeurs de Donald Trump d'ordure. À ce moment, j'ai compris que, en fait, les démocrates eux-mêmes, ils n'étaient pas convaincus de leur propre candidate, et ils étaient en train de préparer l'électorat démocrate pour pouvoir voter Donald Trump. Et aujourd'hui, les Américains ont fait, je crois que c'est le bon choix, parce que c'est un vote historique. D'ailleurs, c'est depuis George W. Bush, 2004, c'est le seul président pratiquement républicain qui passe avec un vote populaire
de plus de 5 millions de voix. Et dès 6 heures du matin à Ouagadougou, il avait déjà, Harris était à 224 grands électeurs et Donald Trump était environ à 247. Et c'est le même résultat qui est resté en évolution pour Trump. Donc je me dis qu'au regard même du contexte géopolitique international, et voilà, c'est ça aussi qui a poussé les Américains, en tout cas, à faire cette option-là. Et il a dit, en 24 heures, si j'étais encore au pouvoir, il y a certaines guerres qui n'auraient pas lieu. Et il faut rappeler que quand il dit 24 heures quand même, il faut attendre que c'est sous-entendu. Et je me dis que déjà, vous voyez, au niveau du monde occidental, les langues commencent à se délier, notamment avec l'Allemagne qui prend déjà position, et même si ça ne plaît pas à Vladimir Zelensky. Et d'ailleurs, même les 27 de l'Europe ne font même pas le poids face aux États-Unis. Voilà, dans cette guerre. On vous a bien compris, justement, mais Donald Trump a un discours, justement, qui ne plaît pas beaucoup aux Africains donc, et à certains pays donc, de l'Amérique latine. Il a parlé de fermer les frontières du pays. Il a promis d'expulser massivement les immigrants. Ahmed Koné, votre analyse sur ce retour donc, de Donald Trump à la Maison-Blanche? Pas étonnant parce que d'abord, c'est un homme public qui sait s'adresser aux gens, c'est un homme de médias, hein, parce que n'oubliez pas qu'il gère quand même des médias aussi. Et il est dans un pays où l'argent compte beaucoup et il a des sous. Mais je crois que le plus fort de Donald Trump, c'est qu'il sait parler aux Américains. Il sait parler aux électeurs. Je me rappelle lors des précédentes campagnes, c'est simplement au noir, mais votez pour moi depuis le temps que vous êtes là, on ne s'intéresse même pas à vous. Avec moi, optez au moins pour un changement, je vais faire le minimum pour vous. Et c'est comme ça qu'il avait eu le vote des Noirs aussi. Je crois qu'on oublie souvent que la société américaine est très lourde à gérer. La machine est très lourde. Et ça ne bouge pas comme ça. Donc, à partir du moment où la publicité joue un grand jeu, le marketing politique est très déterminant. Et des gens comme Donald Trump, c'est pratiquement une bête de scène, hein, parce que c'est un bonhomme qui n'est pas facile à manœuvrer par rapport aux autres. Bon, dommage pour la vice-présidente démocrate, mais vous savez, les femmes, pour que ça passe aussi aux États-Unis, ça va prendre du temps. La mayonnaise prendra du temps, exactement comme les Noirs. Bon, exactement comme les Noirs, c'est pas facile. Donc, la machine n'est pas facile. On a eu l'Allemagne aussi, où il n'y avait pas de problème. C'est vrai que ce n'est pas la présidence en tant que telle. Elle est différente de oui, bien sûr, mais elle est quand même la première responsable du pays. Donald Trump sait exploiter cette dualité-là entre les grandes villes, dans le fédéral, et puis l'intérieur du pays. Pour qui a fait les États-Unis, on sait qu'effectivement, les gens n'aiment pas beaucoup ce qui se passe dans la capitale fédérale, parce qu'on croit qu'on les oublie, et qu'on exploite, et on les presse trop d'impôts. Voilà. Donc il sait parler au petit lecteur. On vous a bien compris, mais on a moins de 2 minutes pour terminer l'émission. Donc 1 minute pour Kaboré et 1 pour Kientega pour clôturer l'émission. On aura l'occasion de revenir sur Donald Trump. Oui. Bon, il a joué sur quelques facteurs, notamment les facteurs économiques et l'inflation. Parce que sous Biden, quand même, le pays a atteint un niveau d'inflation. Donc, la majorité populaire se sentait délaissée. Les produits de première nécessité, il y a eu une grosse inflation. Les gens n'avaient plus d'argent. Donc, toute sa campagne, ça a été autour de ça. Votez moi, je vais jouer sur l'inflation. Il y a aussi son discours, l'austérité de ses politiques sur les politiques migratoires, sur l'immigration, quand il dit aux Américains, je vais faire en sorte, America First, en fait, faire en sorte que ce soit les Américains d'abord. Oui. On va empêcher que des gens entrent, ça va faire du travail pour vous, le pays ne sera pas un désordre. Donc cette politique migratoire là quand même de Donald Trump a été soutenue par la grande majorité des Américains. Il a aussi joué un peu sur les votes des minorités. C'est quand même 60 millions, hein, les hispaniques et les afro-américains. Pour ce vote-là, il a eu 12 points de plus que 2020. Donc, il a progressé dans ce domaine-là également. Il y a aussi les Américains qui avaient besoin de ce père, d'un homme
qui tiennent quand même la tête, qui dirigent, voilà, qui dirigent, qui prennent des décisions fortes, claire, donc, voilà, pour équilibrer un peu, parce que un Biden qui tombait entre deux escaliers qui gravit, on avait besoin quand même de réaction. Blaise Quintega, félicitations à Trump. Guerre en Ukraine, on espère que ça va rééquilibrer la géopolitique mondiale. Macron déjà dit qu'il faut qu'ils se préparent à devenir des omnivores. Honte à l'Afrique et à l'Union africaine, à la CEDEAO y compris, parce que les gens se positionnent déjà, disent ce qu'ils veulent devenir avec le vote de Donald Trump, que ce soit au niveau de la presse ou des gouvernants africains ou des institutions sous-régionales. Aucune de ces institutions-là ne s'est posé la question, après que Macron ait déclaré qu'ils doivent devenir des omnivores pour ne pas se faire dévorer par des carnivores parce qu'ils sont restés longtemps omnivores. Je n'ai pas vu des grands ensembles africains se positionner, à savoir s'ils veulent rester toujours des herbivores, eux qui ont, pour ne pas dire 80% donc des richesses du sous-sol du monde. Je ne sais pas si les gens veulent toujours rester des herbivores, des carnivores ou des omnivores. Félicitations à Trump et que la grande machine de l'Amérique soit en marche. Tant pis pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent devenir. Trump est un président élu des États-Unis, qu'il fasse l'affaire des États-Unis. Et ceux qui veulent se réveiller, qu'ils se réveillent. Auquel cas, que Dieu nous accompagne. Merci à tous encore pour vos différentes analyses à cette émission qui s'achève. C'est toujours avec plaisir que nous vous avons retrouvé donc pour débat de presse. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro. En attendant, l'info, c'est à 13h donc avec Sonia Kokti. Restez à notre compagnie. Mission Commando au bout du risque, c'est dans ce grand format, ce grand reportage de l'Iradan Philippe Ada dans 52 sur la RTB. Le tronçon choisi est surnommé le couloir de la